Je vous remercie, Général. Alors, il m'a été demandé de revenir sur les origines de la guerre en Ukraine et de proposer une lecture à la fois historique et politique du conflit. Ce que je voudrais dire peut-être pour commencer, c'est que la question des origines de la guerre n'est pas seulement un sujet d'histoire sur lequel les historiens auront un jour à se prononcer, c'est une clé d'analyse à la fois utile et nécessaire à la prospective. Toute personne réfléchissant à l'évolution de cette guerre qui a débuté en 2014, à l'avenir de la sécurité européenne et des relations avec la Russie, doit s'y confronter. On a une idée assez claire, je pense, des buts de guerre initiaux. On sait que le plan opérationnel de départ prévoyait une décapitation du pouvoir ukrainien et l'installation d'un gouvernement pro-russe à Kiev. Mais on ignore encore largement, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, quel était l'état final recherché. Une Ukraine neutralisée, une Ukraine inféodée, une Ukraine annexée. Beaucoup d'analyses prennent pour acquis que les buts de guerre annoncés par le président russe dans son allocution du 24 février, à savoir la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, étaient les buts réels et que ces objectifs affichés constituaient une fin en soi et non seulement un moyen. Sur ce point, je serais beaucoup plus prudente. En réalité, on ne sait pas et on en est réduit à supputer. Est-ce que l'invasion visait simplement à procéder à un changement de régime et à rappeler par la force où s'arrêtait la sphère d'influence russe? Est-ce qu'il s'agissait de s'opposer à l'OTAN et d'imposer une révision complète de l'ordre international et une refonte de l'architecture de sécurité en Europe? Est-ce que derrière la volonté de contrôler militairement l'Ukraine et de la vassaliser politiquement, il y avait aussi le projet de l'absorber à plus ou moins brève échéance, soit directement par annexion, comme pour la Crimée et les territoires conquis, soit par un élargissement de l'état d'union russo-biélorusse? Donc vous voyez que revenir sur les origines de la guerre, c'est une façon parmi d'autres de s'interroger sur l'état final recherché, une question qui est tout à fait cruciale pour comprendre les buts de guerre actuels. Alors, pour cerner les intentions des acteurs, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, il faut, à mon avis, prendre vraiment au sérieux leur discours, leur représentation du monde, de l'espace et de l'histoire, et leur manière d'envisager la puissance, la sécurité et leur destinée singulière. Il faut aussi, je crois, s'efforcer d'expliciter les fausses perceptions, de déceler les malentendus et de débusquer les mensonges qui sont érigés en vérité. Et c'est donc dans cet esprit et dans une perspective historique que j'envisagerai successivement les enjeux de sécurité, les considérations identitaires et les raisons politiques qui sont à l'origine de ce conflit. Alors, pour commencer, peut-être rappelons que les dirigeants russes ont prétexté des raisons de sécurité pour entrer en guerre. En décembre 2021, ils ont présenté des exigences qui impliquaient une refonte de l'ordre de sécurité et qu'ils savaient, à mon avis, tout à fait inacceptables, parce qu'ils ne demandaient pas seulement des garanties écrites concernant la non-entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, l'interruption de toute coopération militaire des pays membres de l'OTAN avec l'Ukraine et la fin des exercices et des manœuvres de l'OTAN près des frontières russes, notamment en mer Noire. Ils demandaient également, par une formule assez ambiguë et alambiquée, le retour de l'OTAN dans ses frontières de 1997, c'est-à-dire avant les élargissements aux pays ayant appartenu au pacte de Varsovie. Et donc, ces demandes excessives laissent à penser, ces demandes, elles pouvaient laisser penser qu'ils sont entrés en guerre pour des raisons de sécurité et qu'à l'origine de la guerre en Ukraine, il y a un dilemme de sécurité mal géré. Et on ne peut que moi, je suis assez d'accord avec cette idée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dilemme de sécurité? Un dilemme de sécurité, c'est le processus par lequel un État, inquiet pour sa sécurité, accroît sa puissance, ce qui, en retour, est perçu comme une menace par l'État contre lequel il veut se protéger, ce qui entraîne une spirale sans fin de montée des tensions.
Et c'est vrai que les milieux politiques et la communauté stratégique russe avaient et ont une vision très hostile de leur environnement de sécurité et qu'ils ont la conviction que les pays occidentaux n'ont cessé de chercher à nuire aux intérêts et à la sécurité de la Russie. Ces perceptions, elles ont au moins autant à voir avec la culture politique et stratégique des acteurs politiques russes qu'avec les actions de l'OTAN. Mais elles n'en trahissent pas moins une insatisfaction profonde et constante concernant l'ordre de sécurité européen post-guerre froide et le rôle dévolu à la Russie et aux États-Unis dans ces arrangements de sécurité. Donc pour cette raison, il me semble utile de présenter, pour commencer, de façon distanciée, le point de vue des dirigeants russes sur ces questions. Et avant-guerre, ils formulaient 4 griefs principaux. Le premier portait sur le fonctionnement de l'ordre international. Dans les années 90, la Russie, affaiblie sur tous les plans, s'est trouvée impuissante à empêcher des interventions occidentales et en particulier les frappes aériennes de l'OTAN contre les positions serbes au Kosovo et en Serbie en mars 1999. Cette campagne militaire, qui se déroule en dehors de tout cadre onusien, est perçue à Moscou comme une humiliation et marque vraiment un premier refroidissement des relations russo-américaines. Dès cette époque s'affirme une critique de l'unilatéralisme américain et occidental. Les élites politiques russes ont l'impression, à tort ou à raison, que la Russie n'a pas été réinsérée dans le concert international des nations et qu'elle a dû accepter les vues des vainqueurs de la guerre froide. Cette insatisfaction, elle va aller crescendo. Elle s'accentue encore après le retrait unilatéral des États-Unis du traité ABM en 2002, un traité qui avait marqué le début de la détente en 1972. Et cette insatisfaction, elle s'accentue encore à la suite de l'intervention militaire en Irak en 2003. Et je crois qu'il y a un premier coup de semonce qui intervient en février 2007. Le président Poutine, qui achève à ce moment-là son 2e mandat, prononce son fameux discours de Munich. Il impute les dysfonctionnements du système international à l'unipolarité du monde et se livre à une critique acerbe des États-Unis, dénonçant notamment, je cite, « le dédain pour les principes de base du droit international et un hyper-usage quasi irréfréné de la force ». Concernant l'Europe, il s'en prend vivement au projet d'extension du système de défense antimissile européen, remarquant, je cite, qu'il s'avère que l'OTAN a placé ses forces de première ligne aux frontières russes. Le deuxième grief concernait bien sûr les élargissements de l'OTAN. Dans ce même discours de Munich, Vladimir Poutine estime que l'expansion, je cite encore, l'expansion de l'OTAN n'a aucun rapport avec le fait d'assurer la sécurité de l'Europe et qu'il représente une sérieuse provocation diminuant le niveau de confiance mutuelle. Et donc, par ce discours, il marque son exaspération face aux élargissements successifs de l'Union européenne et de l'OTAN dans l'ancienne chasse gardée de Moscou. À cette date, l'OTAN compte déjà dans ses rangs tous les anciens pays alliés de l'Union soviétique au sein du pacte de Varsovie. Les Russes, en fait, auraient voulu, a posteriori, que l'OTAN disparaisse en même temps que la menace soviétique. Et ils se disent convaincus que des garanties orales auraient été données à Gorbatchev concernant le non-élargissement de l'OTAN à l'Est. C'est historiquement faux, mais ça ne les empêche pas de croire à leur mystification historique. Et il faut noter que dans son ouvrage « Not One Inch », l'historienne Marie-Élise Sarraute montre, au terme d'une enquête extrêmement minutieuse et élargie dans vraiment énormément de fonds d'archives, que la réflexion concernant une possible extension de l'OTAN aux pays d'Europe centrale et orientale, elle commence avant même la dissolution du pacte de Varsovie en juillet 1991 et que dès l'année 1990, des ouvertures en ce sens ont été faites par de hauts représentants américains auprès des nouveaux dirigeants de ces pays.
Le troisième grief, il portait sur le rapprochement de l'Ukraine et de la Géorgie avec les pays occidentaux d'une manière générale et avec l'OTAN en particulier. À l'époque du discours de Munich, l'OTAN avait établi des plans d'action individuels pour le partenariat avec la Géorgie en 2004, l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2005, la Moldavie en 2006 et surtout, l'OTAN avait mis en place un dialogue renforcé avec l'Ukraine en 2005 et renforcé ses relations avec la Géorgie en 2006. Au sommet de l'OTAN à Bucarest, en avril 2008, Washington propose, sur l'insistance du président Bush et contre l'avis du renseignement américain apparemment, d'offrir un plan d'action pour l'adhésion, MAP, à la Géorgie et à l'Ukraine. Paris et Berlin, qui anticipent de fâcheuses conséquences, opposent un veto, ce qui conduit Londres à négocier une solution intermédiaire. Le MAP n'est pas accordé, mais les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OTAN conviennent d'ouvrir des discussions d'adhésion avec l'Ukraine et la Géorgie. Le point 23 de la déclaration finale du sommet spécifie en particulier, je cite, « Aujourd'hui, nous avons décidé que ces pays deviendraient membres de l'OTAN. Nous déclarons aujourd'hui que nous soutenons la candidature de ces pays au MAP. » On peut considérer que le point de rupture du point de vue russe est atteint à ce moment-là. Et avec le recul du temps, on ne peut s'empêcher de penser que ce compromis a été fatal, car en réalité, il accroissait l'insécurité de ces deux pays sans leur donner de réelles garanties ni d'échéances fermes. En parallèle de ce processus otanien, le Conseil européen se penche 2 mois plus tard, donc en juin 2008, pour la première fois sur le projet de partenariat oriental, projet qui s'adresse à tous les anciens pays soviétiques situés dans le voisinage direct de l'Europe, la Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie, et la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Russie n'en fait pas partie. Ce projet, il a été élaboré à l'initiative du ministre polonais des Affaires étrangères avec le soutien du ministre suédois des Affaires étrangères. Il constituait une nouvelle étape dans la politique de voisinage lancée par l'Union européenne en 2003 en prévision des élargissements. Il visait à promouvoir dans ces 6 pays l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie. Mais évidemment, la Russie y voit un danger politique, parce que ça ne correspond pas à son modèle, et surtout, elle y voit une forme de résurgence des luttes d'influence d'un autre âge. Et le deuxième coup de semonce intervient 2 mois plus tard, en août 2008. La guerre de Géorgie, courte et meurtrière, conduit à l'occupation par la Russie de toute l'Ossétie du Sud. Moscou reconnaît dans la foulée son indépendance ainsi que celle de l'Abkhazie, 2 territoires géorgiens au regard du droit international. Cette guerre, elle interrompt le rapprochement de l'Ukraine et de la Géorgie avec l'OTAN, mais elle conforte les dirigeants européens dans leur volonté d'offrir une alternative aux pays post-soviétiques. Moscou réplique en proposant des projets d'intégration régionale, alors qu'en même temps, les concurrences s'aiguisent dans l'espace post-soviétique où entrent en scène la Chine et la Turquie. Et de fil en aiguille, une nouvelle crise survient quand, en novembre 2013, le président ukrainien Viktor Yanukovych renonce au dernier moment à signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Après avoir longtemps tergiversé, il a cédé aux demandes de Vladimir Poutine qu'il a rencontré en secret à l'aéroport de Vnukovo. Mais la jeunesse et la société civile ukrainienne, toujours très mobilisées, ne l'entendent pas de cette oreille et ne s'avouent pas vaincues. Elles organisent une mobilisation sur la place Maïdan pour sauver l'accord d'association, qui est perçu comme une promesse de réforme, un gage de meilleure gouvernance et une opportunité de rompre avec le passé soviétique et avec l'oligarchie post-soviétique. La mobilisation
exceptionnelle dure 3 mois. Elle se poursuit par des températures glaciales. Pendant 2 semaines, il a fait -20 et ils sont restés. Et cette mobilisation, elle fait peur à Vladimir Poutine, qui a fait face à une très forte contestation en Russie l'année précédente. Et je dois dire ici que les dirigeants russes, qui pour la plupart ont fait leur classe au KGB, ne croient pas à la spontanéité d'une mobilisation sociale. Ils ne croient pas à l'agentivité des sociétés. Ils sont persuadés que ces mouvements sont orchestrés depuis l'étranger pour nuire aux intérêts russes. Et face à la répression, la confrontation prend un tour insurrectionnel et Viktor Yanukovych fuit la capitale. En réponse, les Russes annexent la Crimée sans coup férir et ils envoient des commandos déstabiliser le Donbass, comme l'a reconnu le colonel du FSB qui était à la manœuvre et qui compte aujourd'hui au nombre des blogueurs militaires d'extrême droite les plus en vue. Et depuis, la guerre dans le Donbass n'a en réalité jamais cessé. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un conflit gelé. Et maintenant, venons-en au 4e grief qui portait sur la non-application des accords de Minsk. Alors, les accords de Minsk II, ils ont été conclus en février 2015 dans des conditions très défavorables pour l'Ukraine, juste après la défaite de Debaltseve. L'objectif, à ce moment-là, c'était d'interrompre l'avancée de l'armée russe qui avait l'avantage sur le terrain. Et c'est vrai que ces accords n'ont jamais été appliqués parce qu'il a toujours subsisté un désaccord concernant l'ordre d'application des clauses. Les Russes exigeaient que les clauses politiques, en particulier la fédéralisation de l'Ukraine et l'amnistie des séparatistes, soient mises en œuvre en premier. Ils demandaient aussi que les dirigeants séparatistes soient associés aux négociations et donc reconnus dans leurs fonctions. Les Ukrainiens, qui faisaient face à un mouvement sécessionniste entièrement contrôlé par Moscou, refusaient ces demandes et ils insistaient pour que les clauses de sécurité, notamment le rétablissement du contrôle de la frontière, interviennent en premier et en priorité. Alors, les autorités russes reprochent vivement à Paris et à Berlin de ne pas avoir fait suffisamment pression sur Kiev pour appliquer ces accords. De mon point de vue, c'est un faux procès, car de toute façon, Paris et Berlin n'en avaient pas les moyens. Et puis, à quel titre il aurait fallu forcer Kiev à accepter de se soumettre à la pression militaire et à la subversion politique exercée par Moscou? Alors, j'en viens maintenant à mon 2e point. Derrière les enjeux de sécurité que je viens de décrire en détail, il y a des questions de rang et une conception problématique de la sécurité. Certains en France déduisent de tout ce que je viens d'expliquer que l'OTAN et les États-Unis portent une lourde responsabilité dans la guerre en Ukraine, dans la mesure où les élargissements de l'OTAN ont contribué à renforcer le complexe obsidional de la Russie ainsi que son complexe de déclassement. Ils considèrent que cette guerre aurait pu être évitée si de telles actions n'avaient pas été entreprises. Nos partenaires et alliés centre-européens s'érigent avec vigueur contre cette interprétation en nous rappelant d'autres réalités historiques et en se plaçant dans une autre temporalité, celle du temps long. Tous les pays de l'ancien bloc de l'Est qui ont appartenu par la force au pacte de Varsovie ont, dès le tout début des années 90, voulu rejoindre l'OTAN, qui est une alliance défensive. Pourquoi cela? Pourquoi ces pays cherchaient-ils des garanties de sécurité auprès de l'OTAN? Pour se protéger de la volonté de domination de la Russie, pour se prémunir contre une résurgence de l'impérialisme russe, parce qu'ils avaient subi, dans les 45 années précédentes, l'occupation soviétique et le joug soviétique, parce qu'ils avaient fait des siècles durant l'expérience de la violence politique russe, parce qu'ils redoutaient finalement d'une certaine manière ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et il faut rappeler qu'au début de la Première Guerre mondiale,
les pays baltes, la Finlande et la Pologne appartenaient pour partie ou en entier à l'Empire russe, et que les populations de ces pays ont eu à subir des politiques répétées de russification et de conversion forcée. Il faut aussi rappeler qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, au titre des protocoles secrets du pacte Ribbentrop-Molotov, l'Union soviétique a annexé la partie orientale de la Pologne indépendante, qu'au printemps suivant, le NKVD a exécuté 22 000 personnes, membres de l'élite polonaise, dont 8 000 officiers polonais prisonniers de guerre et au moins autant de membres de l'intelligentsia polonaise, dans la forêt de Katyn. Et puis qu'il a 2 mois plus tard procédé à l'exécution et à la déportation de toutes les élites baltes. Et je pourrais aussi parler de la campagne d'hiver en Finlande. Enfin, rappelons que des pays comme la Hongrie, la République tchèque et la Pologne ont vu les chars du pacte de Varsovie mater leurs aspirations au changement en 1956, en 1968 et en 1981. En Pologne, le départ des troupes russes n'est intervenu qu'en 1993, comme le rappelait tout récemment le président Douda dans une interview au Figaro. Pour les Russes, cette réalité est très difficile à accepter pour au moins 2 raisons. Pour des raisons historiques d'abord, les autorités russes estiment que leur pays, c'est-à-dire l'Union soviétique, a payé un très lourd tribut dans la libération de l'Europe de la folie exterminatrice des nazis et que cette victoire chèrement acquise leur donne des droits jusqu'à aujourd'hui. Et donc ils font semblant, d'une certaine manière, d'ignorer qu'à l'occupation nazie a succédé une autre occupation, des déportations de population, mais aussi des migrations russes importantes. La technique, l'émigration, c'est vraiment la technique communiste d'ingénierie sociale par excellence. Et dans ces pays, notamment dans les pays baltes, qui sont de petits pays, ça a suscité de vives inquiétudes sur l'identité, une peur de l'absorption. Et cette réalité, elle est aussi difficile à accepter pour les Russes pour des raisons politiques. Les dirigeants russes actuels n'ont tout simplement pas la même vision que nous de la sécurité. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, ils n'ont pas la même vision que nous de la sécurité. Ils ne partagent pas la vision de la sécurité qui est au cœur du projet européen, à savoir l'idée, portée par les pères fondateurs de l'Europe, que pour dépasser le cycle de la vengeance sans fin, la coopération est nécessaire et souhaitable. Sur la sécurité, en Russie, il y avait, avant la guerre, en tout cas dans ces dernières années, deux visions qui s'affrontaient. Les plus modérés, ceux qui aujourd'hui n'ont plus voix au chapitre, mettaient l'accent sur le concept d'indivisibilité de la sécurité. Et ils plaidaient en faveur de mécanismes de concertation et plus généralement et en général en faveur de la neutralisation au moins provisoire des pays de l'entre-deux, c'est-à-dire des pays post-soviétiques. Les autres, les faucons qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé, sont favorables tout simplement aux sphères d'influence et récusent le principe d'égalité souveraine des États. Ils expliquent de manière tout à fait décomplexée qu'il incombe aux grandes puissances de régler les affaires du monde et que les petits États n'ont qu'à suivre et à obéir. Et donc ils refusent, au nom de ces principes, au nom de cette idée, ils refusent de considérer les pays post-soviétiques comme des pays pleinement souverains, aptes à choisir leur système politique et leurs alliances militaires. Ce qui rappelle quand même assez singulièrement la doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée. Et donc pour eux, et j'insiste sur ce point, la sécurité passe par le contrôle des marges et la puissance s'exprime à travers la domination. J'en viens à mon dernier point.
les considérations identitaires et la dérive autoritaire. Derrière la guerre en Ukraine, il y a à l'évidence la volonté, sinon d'en découdre avec l'Occident, du moins de récuser son modèle, son hégémonie, et ce faisant, d'accélérer le démantèlement de l'ordre international. Ce sont là des objectifs tout à fait assumés dans le discours politique russe, que des experts russes écoutés reprennent à l'envi. Et il faut se souvenir que la Russie et la Chine ont fait une longue déclaration commune en ce sens au début du mois de février 2022. Donc le coup de force contre l'Ukraine, il visait, à mon avis, à faire la démonstration de la faiblesse de l'OTAN et à obtenir une revanche symbolique contre l'Occident. Et dans cette guerre, qu'ils ont déjà perdue une fois, aucune défaite n'est permise. Derrière la guerre en Ukraine, il y a aussi la difficulté ou l'impossibilité de penser la Russie comme un État-nation et non comme un empire. Historiquement, la Russie s'est construite comme un empire, à l'époque tsariste comme à l'époque soviétique, dans un mouvement continu de violence, d'absorption et de subjugation. Elle a toujours été une puissance dominatrice et conquérante, depuis au moins les grandes conquêtes de Pierre le Grand, et même avant. Ce qu'on a tendance à minimiser en France, tout simplement par méconnaissance de l'histoire longue de cette région du monde. La Russie est le plus grand pays du monde, 1/8 des terres émergées, 31 fois la France, 11 fuseaux horaires. Elle a hérité de 75% du territoire de l'Union soviétique et de son potentiel nucléaire, mais ses élites ont l'impression d'une amputation, car c'est moins qu'à l'époque impériale et qu'à l'époque soviétique. Et donc elle souffre d'un fort complexe de déclassement qui est, à mon avis, directement lié à l'histoire, mais qui s'exprime dans le rapport à l'espace. Et c'est vrai que la chute de l'Union soviétique a entraîné, ça a été un cataclysme pour eux, ça a entraîné la perte d'un système de valeurs qu'on présentait comme éternel, la fin d'un sentiment d'exceptionnalisme, le bouleversement de la carte mentale et la nécessité de trouver un nouveau positionnement international. Et en fin de compte, ça leur a posé des problèmes d'identité. Derrière la guerre en Ukraine, troisièmement, il y a aussi, je pense, il y a aussi le refus du président russe, là encore tout à fait assumé, de reconnaître le droit de l'Ukraine à exister en tant que pays souverain et indépendant. Ce refus, il s'ancre dans la conviction, maintes fois exprimée, que la nation ukrainienne n'existerait pas et que l'État ukrainien serait une invention récente et factice. Le président russe adhère à une conception essentialiste de la nation, à l'idée que la nation serait immuable dans le temps et s'ancrerait uniquement dans la langue, la religion et la culture. Or, on sait, l'anthropologue Benedict Anderson l'a très bien montré, que toute nation est une communauté politique imaginée, fondée sur un contrat social qui s'incarne dans la volonté de faire nation ensemble. Et là, voilà, on est face à une impasse quelque part. Et par ailleurs, l'Ukraine touche au cœur de l'identité russe parce qu'elle est le berceau de la Rousse et parce qu'elle est le lieu d'origine du baptême, enfin de l'orthodoxie slave, de la conversion au christianisme. Et c'est vrai qu'à lire et à écouter Vladimir Poutine, il y a vraiment lieu de penser qu'il a voulu rester dans l'histoire comme celui qui aurait réuni Russes et Ukrainiens, qui, selon lui, forment un seul et même peuple, et comme celui qui aurait rassemblé les terres russes, dispersées par la faute des errements de Lénine, de la négligence de Staline et de la faiblesse de Gorbatchev. C'était son discours du 21 février 2022. Et bien sûr, derrière la guerre en Ukraine, il y a l'aboutissement d'une dérive autocratique et d'une personnalisation extrême du pouvoir.
Je ne m'appesantis pas sur ce point, crucial s'il en est, mais c'est évidemment l'arrière-fond politique sans lequel les autres évolutions et cette décision fatidique n'auraient pas pu avoir lieu. Je voudrais souligner qu'en parallèle de la guerre sans merci livrée à l'Ukraine, le pouvoir russe livre une autre guerre sur le front intérieur, en Russie même, contre la société civile, contre les libertés publiques et contre l'état de droit. Pour mener cette guerre, il recourt à la répression et à l'intimidation, mais aussi à une propagande débridée qui prône la mort. Le verbe comme arme, la déshumanisation de l'ennemi, qualifié de nazi, n'est-ce pas un héritage de la violence bolchevique? En conclusion, rien n'exprime mieux, à mon avis, l'enchevêtrement des paramètres identitaires et géopolitiques que le symbolisme des dates. Le bras de fer a été engagé en décembre 2021, au 30e anniversaire de la dissolution de l'Union soviétique, au lendemain du tricentenaire de la fondation de l'Empire par Pierre le Grand, fêté en grande pompe à Moscou en novembre 2021. L'invasion, quant à elle, a commencé 15 ans, mois pour mois, après le fameux discours de Munich, et tout devait peut-être se terminer en décembre 2022 pour le 100e anniversaire de la fondation de l'Union soviétique. Pour finir, revenons au point de départ de notre réflexion. À mon sens, l'état final recherché, ce n'était pas seulement la démilitarisation de l'Ukraine. C'était une Russie dominatrice, ayant eu sa revanche sur l'Occident et ayant repris ses droits ancestraux sur des terres considérées comme historiques. Ce serait une erreur, à mon avis, de croire que les motivations du président russe sont seulement d'ordre sécuritaire et que, s'il obtenait des concessions territoriales et des garanties de sécurité, il s'en contenterait. On est confronté à un problème d'une autre complexité, à un revanchisme assumé, à un impérialisme non dissimulé, à une propagande débridée, à une folie meurtrière, à un dirigeant qui s'enferre dans sa réalité, qui dispose du feu nucléaire, qui a brûlé les ponts et qui ne peut plus faire marche en arrière. Je vous remercie de votre attention.